Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. Une émission couleur de Radio-Canada. Une émission couleur de Radio-Canada. Surprise, surprise, surprise. Pour mes amis, grands et petits, jeunes ou vieux, c'est moi, Monsieur Surprise. Surprise. Ma pipe et mon marteau. Ma pipe et mon marteau. Ma pipe et mon marteau. Mais, madame, vous oubliez qu'en mes veines royales coule un son de Dieu, et que tous sur mon passage se retournent et s'écrient, voici les glons. Oui, madame, c'est moi le fils de Napoléon. Oh, ça y est, j'ai le trac. Oh, j'ai le trac, je n'y arriverai jamais, d'autant que je sais même pas mon texte. Oh, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Eh ben voilà. Voilà, je fais maintenant du théâtre, tu as vu? Je fais du théâtre et je t'emmène, toi, au théâtre. Tu veux bien? Alors voilà, je joue à l'acteur, présentement. À l'acteur. Quelle chose merveilleuse que de dire être acteur. Avoir le privilège d'apporter un sourire ou un amour à un de nos semblables, tout ça parce qu'on est acteur. Et oui, je t'emmène aujourd'hui au théâtre. D'abord, qu'est-ce que c'est que le théâtre? Qu'est-ce que c'est qu'un acteur? Un acteur, tu sais, je vais dire une chose un peu drôle quand même. Il faut être un peu fou pour être un acteur. Un peu fou, pourquoi? Mais oui, oh oui. Si tu ne l'es pas entièrement, de toute façon, ça aide un peu quand même. Hein? Il faut être un peu fou, dans toutes sortes de sens. Parce que être au service d'un art, comme le théâtre, figure-toi qu'il faut être un petit peu fou. Je dis un peu fou en souriant, parce qu'il faut être tellement humble, il faut avoir du talent. Il faut beaucoup de courage, beaucoup d'humilité. Et oui, du courage, de l'humilité, je t'explique tout ça en un mot. Il faut être fou aussi parce que, figure-toi qu'au temps des Romains par exemple, pour être acteur, il fallait être un peu fou en ce sens qu'un acteur était privé de tous les droits que peuvent avoir les autres citoyens. Mais oui, c'était un être à part. Alors s'il persistait quand même dans ce métier, il était à part, il était un peu fou. Et même encore, il n'y a pas si longtemps, un acteur n'avait pas tous les droits que peuvent avoir tous les autres citoyens, vis-à-vis l'Église, par exemple. Tu sais, je vais te dire une chose. D'accord, c'est triste, mais maintenant c'est terminé, alors on peut bien parler des choses tristes quand elles sont terminées. Remarque, quand on en parle au moment où elles se passent, ça fait toujours rougir certaines gens. Alors tant pis. Tu sais qu'il y a peu de temps, les acteurs, par exemple, n'avaient pas le droit d'être enterrés dans un cimetière religieux. Absolument pas. Alors tu vois bien qu'il faut être un peu fou pour être un acteur. Être au service d'un art aussi grandiose, aussi merveilleux, aussi extraordinaire, il faut être un petit peu fou quand même. Tu vois, au départ, ça prend quoi? Ça prend du talent, de la présence, du courage, oui, beaucoup de courage, de l'humilité. L'humilité pourquoi? Tu es, disons, toi, un petit garçon, une petite fille, entier et entière. Et cependant, tu apprends un texte et tu deviens un petit vieux, une petite vieille, tu deviens une espèce de clown, tu deviens ceci ou cela. Donc il faut t'oublier toi-même, donc il te faut l'humilité, le courage. Pourquoi? Être acteur, tu ne sais même pas ce qui arrive le lendemain, les lendemains de gloire. Qu'est-ce que c'est les lendemains de gloire? Tu as beaucoup de succès maintenant, oui d'accord, mais demain, en auras-tu autant? Hein? Alors les acteurs, tout au long de la vie, ils ont été baladins. Tu te rappelles? Jean Baladin, tout dernièrement, je te racontais une histoire, et c'est ça. C'est ça, être baladin, ne pas savoir exactement ce qui se passe. Mais alors, c'est quand même un merveilleux métier, un extraordinaire métier. Tu sais ce qu'un grand professeur d'art dramatique disait un jour? Vous avez tous du génie. Il parlait comme ça aux jeunes comédiens. Vous avez tous du génie. Maintenant, essayez d'avoir un peu de talent. Parce qu'il faut que tu prennes toutes tes qualités pour n'en former qu'une qui s'appelle présence, qui s'appelle talent. Il faut travailler la voix, il faut travailler l'allure, la démarche, il faut tout travailler tout ça pour être enfin un acteur. Mais la chose la plus importante, il n'y aurait pas d'acteur s'il n'y avait pas d'auteur. Auteur.
Mais oui, il n'y aurait pas de théâtre s'il n'y avait pas d'auteur. Figure-toi par exemple, tiens, Monsieur de La Fontaine, que tu connais pour en connaître les fables. Figure-toi qu'il a écrit des pièces de théâtre très nombreuses. À l'époque où il les a écrites, ces pièces, il a donc permis à certains acteurs d'être acteurs véritablement. Monsieur de La Fontaine, en plus de ses fables, a fait du théâtre. Il a fait aussi des fables qu'on peut jouer, et les voici. Oh là! Capitaine Crouch, une île mystérieuse! Où donc? Mais où donc? Oh là! Allons l'explorer, capitaine. C'est une bonne idée. Soyez prudents, mes amis. Dieu sait ce que nous allons trouver sur cette île. C'est magnifique, capitaine. Goûtez ces jolis fruits rouges. Ils sont croustillants. Ils ont un bon goût de fraise. Oui, mais ils sont croustillants. Mes amis, nous avons découvert l'île des croustifruits. Oui! Oh là là là, attendez que je raconte ça à nos amis chez Quaker. Je le leur ai dit, et ils ont immédiatement inventé une nouvelle céréale pour tous les membres de mon équipage, les Crunchberries. Sucrées, délicieuses comme les Capitaines Crunch ordinaires, mais avec de vrais croustifruits. Qui ont un bon goût de fraise. Allons, un peu d'enthousiasme pour les Crunchberries aux croustifruits. J'aurais vraiment préféré une bonne ovation. Nous voici maintenant dans un lieu presque saint. Je dis presque saint parce que pour un comédien de se retrouver tout à coup comme ça, dans un lieu semblable, tout entouré de grands auteurs, c'est presque saint. Ah oui, parce que tantôt, avant, Monsieur de La Fontaine, je te parlais, s'il n'y avait pas d'auteur, il n'y aurait pas d'acteur, il n'y aurait pas de comédien, il n'y aurait pas de théâtre. Alors, le plus loin qu'on peut remonter, figure-toi, les premiers textes qu'on peut connaître, il y en a eu bien d'autres avant, mais enfin, les preuves sont là. On peut revoir et retrouver des textes, par exemple, chez les grands auteurs grecs, des textes signés d'Échille, des textes signés de Sophocle, par exemple. Sophocle, où est-il? Ah, Monsieur Sophocle, il est là, juste derrière moi. Et aussi d'Euripide. Il y avait des comédies signées d'Aristophane, et aussi de Ménandre. Bah, tu dois sûrement connaître Aristophane, tiens, le voici. Figure-toi qu'Aristophane, entre autres choses, a écrit une pièce, une comédie qui s'appelle Lysistrata. Je ne sais pas si tu te rappelles certaines annonces. Dernièrement, on a repris Lysistrata dans une version très moderne. Alors tu vois que les anciens grecs peuvent être joués également de nos jours. Oui. Alors dans d'immenses amphithéâtres, des édifices colossaux, se réunissaient tout à coup environ 50 000, 60, 75 000 personnes. Oui, pour voir, entendre, écouter le protagoniste, c'est-à-dire l'acteur principal. L'antagoniste, celui qui lui donnait la réplique, et aussi les chœurs qui représentaient le peuple. Alors tu peux imaginer que dans ces immenses édifices, tout était, tiens, tu vois, un peu, tu imagines, 60 000 personnes, c'est plus qu'à une partie de football. Alors tout était immense, les moyens employés étaient immenses. Par exemple, il y avait un plateau principal, très élevé, où était le protagoniste, l'antagoniste. Un peu plus bas, les chœurs qui représentaient le peuple. Hein? Et alors aussi, les acteurs portaient des sandales extraordinaires, des sandales dont je ne me rappelle pas le nom précis, des sandales très épaisses, très énormes, avec d'énormes semelles de bois. Et pour être plus élevés, évidemment, et pour
afin que tout le monde puisse les voir. Mais, comme c'était très loin, tu imagines 50 ou 60 000 personnes. Par exemple, un spectateur, sur le dernier banc en haut, près de la muraille, qui regardait en bas, ne pouvait pas voir les traits de visage des acteurs. C'est pour ça que l'on portait des masques à ce moment-là. Oh, beaucoup plus tard. Par exemple, quand les théâtres sont devenus plus petits, les théâtres que tu connais de nos jours, avec éclairage et tout ça, là, les acteurs ont commencé à porter du maquillage, à se faire des traits, parce que là, on pouvait voir vraiment les expressions, les traits du visage. Maintenant, on peut, et c'est maintenant d'ailleurs, qu'un acteur, qu'un comédien se maquille. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daoust. Les recours au masque. Tiens, par exemple, avec le maquillage de nos jours, rends-toi compte qu'avec un petit brin d'herbe, avec un peu de maquillage, on peut maquiller ça, on peut en faire tout à coup un chevalier. Ben, tu connais ces histoires que je te présente en dessin. Voici par exemple une histoire de chevalier. Regarde bien les maquillages. Il y a le méchant, il y a le bon, il y a le beau prince, il y a la belle princesse. Tout ça à force de maquillage. Allez, chevalier. Le théâtre grec était surtout présenté à l'époque des grandes réjouissances, c'est-à-dire à la fête du dieu Dionysos, que voici. Je reviens au masque. Pourquoi est-ce que les comédiens portaient-ils des masques? Tu le sais, je te l'ai dit d'ailleurs tantôt. C'était justement pour avoir un peu d'expression. Un beau jeune premier portait un très beau masque. Une vieille dame, alors, on lui faisait un masque avec beaucoup de rides. Des grosses joues pour montrer qu'il était bien en santé. Un grand sourire comme ça pour montrer qu'il était bien gai. Alors, comme ça, on pouvait connaître les expressions. Mais le masque aussi servait également à autre chose. Figure-toi qu'un masque grec servait également de porte-voix. Mais oui, comment pouvait-on entendre à la dernière rangée, toute dernière rangée de cette immense arène grecque? Ben parce que le masque, tu vois par exemple, il y a une espèce de résonance. Et pourtant, sans faire aucun effort, les gens parlaient comme ça. Et devant 60, 75 000 personnes, on entendait tout. On dit même que dans ces arènes grecques, on peut se placer, deux personnes se placent à l'extrémité de l'arène et à l'extrémité l'une de l'autre, et murmurer comme ça, et on entend parfaitement. Qu'est-ce qu'on jouait exactement? Alors on jouait de tout. On jouait des pièces, des tragédies, des comédies, où il y avait des héros, forcément. Et héros faisant partie de la mythologie. Mais la mythologie était tellement mêlée à la réalité qu'on ne pouvait savoir exactement qui était vivant, qui était mythique, c'est-à-dire mythologique. C'est-à-dire, par exemple, est-ce vraiment un dieu ou un personnage? Tiens, exemple, Homère. Tu connais Homère? Eh ben, tiens, le voilà Homère. Homère était un grand poète qui a écrit
écrit des hymnes extraordinaires, plus de 500. Et de fait, il vivait au moins 600 ans avant Jésus-Christ. Un jour, devenu vieux et aveugle, il se promenait comme ça sur les routes et récitait un peu partout ses poèmes. Et ces hymnes qu'on appelle les hymnes homériques. Eh ben, on a tellement parlé de Homère et de l'Iliade, par exemple. L'Iliade, voilà une des choses qu'il a écrites. C'est un long récit où dans l'Iliade, il y a par exemple le combat d'Hector et d'Achille. Il y a aussi, qui ne connaît pas l'Odyssée. L'Odyssée, tu sais, heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage. C'est Homère encore qui a écrit ça, l'Odyssée. Eh bien, figure-toi qu'Homère, tout à coup, est devenu un personnage tellement extraordinaire qu'on se demandait encore, il y a quelques années, a-t-il vraiment vécu? Ne fait-il pas plutôt partie de la mythologie grecque? La mythologie grecque, voilà, justement. On pouvait être personnage, avoir vécu, être un dieu. Qui est qui? On ne le sait pas chez les Grecs. On ne le sait vraiment pas. Dans le théâtre grec, on ne savait pas bien jusqu'où aller trop loin. Rien ne nous faisait d'échec. C'était pas la faute à l'auteur, c'était la fatalité. C'était pas la faute à l'auteur, c'était la fatalité. Si le voisin vous chipait une pomme dans votre jardin, on zigouillait le voisin sans autre forme de procès. C'était pas la faute à l'auteur, c'était la fatalité. C'était pas la faute à l'auteur, c'était la fatalité. Pour sauver son honneur, en péril une seconde, on embrochait tout le monde, pas quoi faire un grand malheur. C'était pas la faute à l'auteur, c'était la fatalité. C'était pas la faute à l'auteur, c'était la fatalité. Bien que je les vénère, tous ces grands écrivains, j'en vois, je suis même gamin, la douceur, je préfère la douceur d'une bise de mes copains, la douceur et le sourire et la bise de mes copains. Oui. La douceur et le sourire, une bise de tes copains, la douceur et le sourire, une bise des copains. Oui. Voilà comment on faisait le théâtre grec. Voilà comment on fait aujourd'hui le théâtre aussi. On a gardé de tous ces gens, on a gardé de ces Grecs, de ces Romains, on a gardé les masques, on a gardé les tragédies, on a gardé aussi les comédies. Ah oui, puisqu'on joue encore à Aristophane de nos jours. Hein. On a gardé tout ça et on en fait le plus beau métier du monde. Le métier de comédien, le métier d'acteur, c'est le terminus de bien des choses. Le terminus, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu prends le métro, tu descends finalement à une station énorme, immense, qui est le terminus. Eh bien, figure-toi que là se rassemble la peinture, la danse, le chant, la couleur. Tout y est. Ça s'appelle le théâtre. Eh bien, j'ajouterais même, c'est la grâce que je te souhaite. Au revoir. À toi, mon copain, la plus grosse de toutes les bises de ton ami surprise. Ici, Radio-Canada. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.